Mesdames et messieurs, bonjour et merci de rester fidèles au programme de la télévision du Monde. Bienvenue dans cette édition de l'information de la mi-journée sur la télévision du Monde. En fait de société, un homme décède dans les premières heures du matin au quartier Plateau-Gare de l'arrondissement d'Edea 1er pour Joseph, puisqu'il s'agit de lui, a tenté de chauffer de l'eau à l'aide d'un chauffe-eau. Le jeune homme de 35 ans est décédé à son domicile. Des commentaires et des détails de nos envoyés spéciaux sur les lieux, Jean-Germain Yetna et Blaise Tonnier. L'émotion est grande. Ce jeudi matin, au domicile du défunt, 6 au quartier Plateau-Gare, dans l'arrondissement d'Edea 1er. Dans le quartier, on ne le voit pas comme un gars bousculant. Je parle en tant que l'adjoint au chef, le chef de bloc numéro 1 du quartier Gare, et que le chef lui-même est à ma droite au moment où je vous parle. Je suis le président de la commission de règlement et d'arbitrage du quartier. Donc, à cela, le gars, je ne le connais pas, il ne s'est jamais présenté par devant nous pour une affaire. Donc, on ne sait pas, on ne peut pas vous dire qu'il était méchant ou quoi. Mais, sachant qu'il travaillait quelque part, c'est un conducteur on le reconnaît comme conducteur de tricycle. C'est tout ce qu'on connaît pour lui. Et quand il revient, après avoir garé, il revient trouver sa famille. Des informations glanées sur les lieux pour Joseph, puisqu'il s'agit de lui. C'est pourtant bien réveillé ce matin. Question de préparer le départ pour l'école de sa fillette de 5 ans. Sa compagne étant hospitalisée dans un centre de santé de la place depuis l'accouchement compliqué de son dernier né de 4 mois. Ce chef de famille tentait de chauffer de l'eau à l'aide d'un chauffe-eau lorsque ce jeune homme de 35 ans va trouver la mort sur le champ par électrocution. Ici seul, son épouse n'est pas là à côté, il a quand même un enfant. S'il y a une épouse, on n'en connaît pas. Vous savez qu'il y a des parents qui n'ont des pères sans, des hommes qui ont des enfants sans femme. Hein? Bon, on dit que sa femme est malade dans le quartier et il vivait seul. Il fallait tout faire pour que son petit aille à l'école. Nous avions constaté avec amertume que le gars a été électrocuté. Et cela est dû à la mal-utilisation et à la surtension de l'énergie électrique. Et comment ça s'est passé? Quel a été le procédé de son électrocution? Avant, le procédé de son électrocution a été causé par la mauvaise utilisation de l'énergie électrique. Le chauffe-eau était fixé sur une fiche électrique. Au lieu de débrancher le chauffe-eau, il a plutôt touché le chauffe-eau en direct et c'est ce qui a causé sa mort. Après constat fait ce matin par les autorités administratives et judiciaires, la dépouille de ce conducteur de mototricycle employé dans une quincaillerie de la place à Edea a été déposée à la morgue de l'hôpital de Lokbele, laissant une onde de choc au quartier Plateau-Gare dans la ville lumière. Changer le monde, des innovations et une vie meilleure pour les générations futures. Voici le thème de la Journée mondiale des villes célébrée ce 31 octobre 2019. Occasion pour nous de faire un retour sur l'historique et les objectifs de cette journée initiée depuis le 31 octobre 2016 par l'UNESCO et l'Organisation mondiale des Nations Unies. Reportage. Prenons l'engagement de faire nôtre les idées novatrices qui nous permettront d'offrir une vie meilleure aux générations futures et nous donneront les clés d'un développement urbain durable. Le message est d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, en droite ligne avec la Journée mondiale de la ville qui se célèbre ce 31 octobre 2019. Instituée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies et l'UNESCO depuis le 31 octobre 2016. Plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd'hui dans les villes. Ce chiffre devrait atteindre 68% d'ici 2050. Les villes sont des moteurs de croissance économique. Elles fourmillent d'idées, de commerce, de projets scientifiques et d'innovation. Les villes peuvent favoriser le développement à long terme des sociétés sur le plan économique, social et environnemental.
La Journée mondiale des villes vise à accroître la sensibilisation à la façon dont les innovations numériques peuvent être utilisées pour la prestation de services urbains afin d'améliorer la qualité de vie et l'environnement urbain. C'est aussi une occasion de mettre en évidence et partager les meilleures pratiques prometteuses sur les nouvelles technologies qui peuvent créer des villes inclusives. Toutefois, de plus en plus, les personnes trouvent refuge en ville. L'urbanisation est sans doute l'une des tendances plus transformatrices et complexes dans le monde, en veillant à ce que les villes soient planifiées, conçues, financées, développées, gouvernées et gérées correctement. Il est possible d'utiliser l'urbanisation pour parvenir à un développement durable, d'où le thème retenu pour cette année 2019, changer le monde, des innovations et une vie meilleure pour les générations futures. Une délégation de la commission du bassin du lac Tchad s'est rendue chez le ministre de l'administration territoriale Paula Tangandi pour une séance de travail. À l'ordre du jour, les problèmes sécuritaires dans notre pays. Reportage Mohamed Moulou, Mohamed Essoumba. Après le Tchad et le Niger, voici venu le tour du Cameroun d'accueillir les membres de la commission du bassin du lac Tchad, en présence des gouverneurs de l'extrême nord, du nord représenté. Paula Tangandi, le ministre de l'administration territoriale, s'est réjoui de cette visite de travail, car disons-le, grâce au pouvoir public, la secte islamique Boko Haram a été affaiblie dans la partie nord du Cameroun. Je voulais vous rassurer que le Cameroun est un pays de compréhension sur la conduite éclairée du président Paul Biya, dirigé pour porter des solutions idoines aux populations qui ont été victimes des atrocités de Boko Haram. Mais le gouvernement camerounais, avec l'appui des autres, a combattu Boko Haram, qui est aujourd'hui réduit à la plus simple expression. Boko Haram n'existe que de nom, mais toutefois nous devons rester vigilants. Parce que si Boko Haram a été considérablement diminué au plan stratégique, au plan militaire, cette nébuleuse, nous pouvons vous dire, dispose encore d'une certaine capacité de nuisance. Les écoles ont été reconstruites, les centres de santé, les infrastructures, il y a même des projets de développement de l'emploi aux jeunes. Mais je crois que ce que vous allez faire au sein de votre commission, c'est également un appui davantage pour, n'est-ce pas, renforcer les efforts et les initiatives qui sont déjà prises par le gouvernement. Si la sécurité n'est pas totalement retrouvée, il faut dire que les efforts consentis par la commission du bassin du lac Tchad portent ses fruits. Qu'à cela ne tienne, il faut continuer à œuvrer dans la sous-région, d'où cette importante visite au Cameroun. La stratégie a été adoptée par le Conseil des ministres de la commission du bassin du lac Tchad lors de leur réunion à Abuja le 30 août 2018. Et puis après cela, maintenant, on va de pays en pays, les pays membres, pour expliquer de quoi il s'agit et le rôle que chaque ministère a à jouer dans la mise en œuvre de la stratégie. Les gouverneurs du Nord et de l'extrême Nord, ils vont élaborer un plan d'action territoriale. C'est ce plan d'action territoriale qui va nous guider pour mettre en œuvre les 9 piliers de la stratégie. Donc le ministère de l'administration du territoire a un rôle très important à jouer à travers les gouverneurs. Les missions de cette commission parfois sont mal connues, pourtant elles contribuent énormément à l'appui et à la réinsertion sociale et économique des groupes vulnérables dans le bassin du lac Tchad. En environnement, les bienfaits de la forêt au cœur d'une concertation de haut niveau à Yaoundé. Autour de la table, des experts et des partenaires réfléchissent pour que les produits dérivés de la forêt puissent être plus nombreux et encore plus rentables. Des précisions avec Mohamed Moulou, Mohamed Essoumba 2, une fois de plus.
Le Cameroun est considéré comme étant une Afrique en miniature et détient une vaste forêt dont les valeurs sont inestimables, tout comme ses produits non ligneux. C'est pourquoi, pendant 2 jours à Yaoundé, les experts venus de plusieurs secteurs, grâce à la coopération allemande exécutée par l'ONG GIZ, a décidé de mettre en avant les atouts de la forêt en la valorisant. Processus qui est en cours d'initiation. En matière d'organisation, il y a beaucoup de choses à mettre en place. En matière technique aussi, il y a des choses à faire évoluer. Par rapport à l'organisation des groupements, comme vous avez vu, anciennement, souvent les gens travaillent de façon individuelle. Ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est de les regrouper pour qu'ils soient plus forts, mieux organisés, qu'ils aient plus d'impact sur le marché. L'État du Cameroun, conscient de l'enjeu de ce secteur, compte multiplier de tels moments d'échange avec les différents partenaires et experts des questions de la faune, de la forêt et de l'environnement. Les produits forestiers non ligneux concourent à la satisfaction des besoins sociaux, économiques et culturels des populations. Les dits produits contribuent également à la lutte contre la dégradation des écosystèmes et des changements climatiques. C'est fort donc de tous ces atouts que le gouvernement, à travers le ministère des Forêts et de la Faune, en 2012, avec l'appui bien sûr de la GIZ, s'est engagé à élaborer un premier plan national de développement de ces produits forestiers non ligneux, dont l'objectif ici est de développer les chaînes de valeur de ces produits à travers 4 axes. Premier axe, c'est l'amélioration du cadre légal et réglementaire. Deuxième axe, c'est de contribuer à la gestion durable de ces produits. Troisième axe, c'est la transformation plus poussée. Dernier axe, c'est d'organiser et de structurer les acteurs. Les produits forestiers non ligneux constituent des sources alternatives de revenus pour une économie verte. Ici, des exposants présentant des produits cosmétiques issus des produits forestiers non ligneux. Nous travaillons sur la question de valorisation des produits forestiers non ligneux. Autour des aires protégées, pratiquement dans le Dja, également à Campoman, également au nord. Donc vous pouvez également voir ici, ça c'est l'huile de Njansan. Vous pouvez également voir ici, ça c'est le beurre de Moabi. Là, vous avez la poudre de la mangue sauvage. Ici également, vous avez le beurre de mangue sauvage. Il est donc clair que les avantages dérivés des produits forestiers non ligneux ne sont plus à démontrer et peuvent contribuer à la création des micro-entreprises. À présent, ouvrons la page internationale et rendons-nous aux États-Unis, à New York, pour s'intéresser à cette note qui stipule désormais l'interdiction de la commercialisation du foie gras. Des détails avec nos confrères d'Euronews. New York a banni le foie gras, une décision du conseil municipal qui flottait dans l'air depuis une dizaine de mois. Dès la fin de l'année 2022, il sera interdit de vendre, de servir ou même de posséder du foie gras dans la ville qui ne dort jamais. Toute infraction sera passible de 500 à 2000 € d'amende, renouvelable toutes les 24 heures. On ne rigole pas avec la spécialité française du Sud-Ouest. C'est une victoire pour les défenseurs du bien-être animal qui attendaient ça depuis 40 ans, affirme-t-on outre-Atlantique. Mais une claque pour les producteurs, les détaillants et les restaurateurs. Si les commerçants et producteurs français seront impactés, ce sont d'abord les 2 plus grosses productions du nord de New York, Hudson Valley Foie Gras et la Belle Farm, qui vont être touchées. Pour Hudson Valley Foie Gras, qui emploie 400 personnes, produit 360 tonnes de foie gras chaque année pour un chiffre d'affaires de 30 millions de dollars, il est plus facile de s'attaquer à cette filière de niche plutôt qu'aux géants de la production de poulet ou de bœuf. Et ce sont les fast-foods qui vont encore gagner. Mais les amateurs de foie gras n'ont pas dit leur dernier mot. Plusieurs dirigeants d'entreprises de la région new-yorkaise ont annoncé leur intention de contester la mesure du conseil municipal en justice avant son entrée en vigueur. Le foie gras a déjà été banni avec succès en Californie. Il est interdit d'en produire au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, au Danemark ou encore en Australie. Au moins 65 personnes ont péri ce matin dans cet incendie déclaré ce jeudi à bord d'un train passager dû à l'explosion du gaz. Reportage. Les images du brasier sont terrifiantes.
Selon un bilan provisoire, au moins 65 personnes ont péri dans l'incendie de ce train au Pakistan suite à une explosion accidentelle due au gaz. Le bilan pourrait s'alourdir. Le Premier ministre Imran Khan s'est dit profondément attristé par la terrible tragédie. Il a annoncé l'ouverture d'une enquête immédiate. 3 voitures, 2 de classe économique et 1 de classe affaires, ont pris feu après l'explosion de 2 bonbonnes de gaz utilisées par des passagers pour cuire des aliments. La plupart des victimes sont des pèlerins qui se rendaient à un rassemblement religieux près de Lahore. Les accidents ferroviaires sont fréquents au Pakistan où le vaste réseau de chemins de fer est mal entretenu et décrépit. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de l'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bon après-midi à tous.